le prototypage virtuel voilà, qui est issu, en fait, enfin, moi, je vais présenter un petit peu les travaux que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, hein, qui était Towards the Model-Based Decision Support Tool for String Instrument Making. Et donc, je vais un petit peu vous détailler aujourd'hui qu'est-ce que j'entends par prototypage virtuel, qu'est-ce qu'on entend par là, et puis surtout dans le sens de la dynamique des instruments de musique. Donc, on va pas être dans l'aspect statique ou mécanique statique des instruments, ni dans l'aspect acoustique ou sonorité des instruments, mais dans leur comportement dynamique, en fait. Voilà. Et aussi, ça a été aussi développé dans un sujet de postdoctorat que j'avais aussi. Quelques éléments autour du métier de luthier, en fait. Donc, le métier de luthier, ça va être, bon, si on prend un artisan, il va fabriquer des instruments uniques, avec souvent des méthodes traditionnelles, et puis assez empiriques, hein, au fil des siècles. Il peut y avoir peu d'évolutions, parfois des évolutions, des ruptures assez franches, comme sur les instruments avant avec les nouveaux systèmes de clétage. Et si on prend le quatuor, en fait, c'est des instruments qui ont très peu évolué en 3 siècles et voilà, les méthodes de fabrication, elles restent quand même assez traditionnelles. Et puis, c'est ce qui fonctionne qui reste, quoi, en quelque sorte. Et puis, ça peut être aussi un autre métier, hein. Ça peut être fabriquer des instruments identiques dans les manufactures avec des méthodes automatiques. Donc, voilà, c'est vraiment 2 paradigmes qui sont quand même assez différents, quoi. Et il y a quand même actuellement des problématiques par rapport à ça. C'est que déjà, on est le métier de luthier fait avec un matériau qui est le matériau bois, qui est un matériau qui est aux propriétés variables et évolutives. Et donc, c'est extrêmement difficile, en fait, pour un luthier d'associer en fait une appréciation, une sonorité ou un goût, ou le fait qu'un instrument fonctionne ou est apprécié avec finalement des choix de conception qu'il a pu faire parce que il y a un matériau qui est extrêmement variable, par exemple. Donc, quelque chose qui va marcher dans un instrument ne va pas forcément marcher avec d'autres instruments. D'ailleurs, ce matériau bois, il est en train de se raréfier. Il a un coût assez élevé, mais donc ce ne sera pas ça le principal problème. Mais en tout cas, il y a une raréfaction du matériau bois. On entend souvent les essences tropicales qui ne se portent pas très bien, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'essences de bois qui sont utilisées pour faire de l'ameublement en tropical, des meubles. Et donc, il y a beaucoup de déforestation, sachant que la facture instrumentale, c'est une petite part de cela, mais elle est touchée de la même façon. Et lorsque la CITES va interdire l'utilisation de certains bois ou l'export de certains bois, ça va toucher aussi les instruments de musique. Donc, on a eu le cas, par exemple, du palissandre de Rio d'Albert Janigra au Brésil, hein, où les guitares étaient faites les équilles et le fond étaient faits en palissandre de Rio, mais en fait, ça fait déjà depuis plusieurs années que c'est absolument interdit de vendre ou d'exporter le moindre gramme d'instruments qui comporteraient du palissandre de Rio. C'est l'équivalent de l'ivoire, en fait, il faut se dire. C'est vraiment protégé comme l'ivoire actuellement. Si on compare à l'ivoire de mammouth, c'est plus protégé que l'ivoire de mammouth, par exemple. L'ivoire de mammouth se vend facilement. Donc, il y a des essences de bois maintenant qui sont plus protégées que l'ivoire de mammouth. On a le pernambouc aussi, qui est un bois du Brésil, qui est un bois très rigide, utilisé pour faire des archets, et en fait, ça va devenir très difficile de s'en approvisionner. Mais donc là, je parle un peu d'essence tropicale, mais en fait, le problème, il est aussi dans nos forêts, puisque sur les essences tempérées, eh bien, il va y avoir aussi des problématiques qui sont que les épicéas, ils se portent très mal depuis 5 ans en France environ, et les peuplements diminuent, les frênes passent pas bien non plus, le buis a eu, en fait, il y a eu il peut y avoir des parasites, des insectes, des champignons, des maladies, la sécheresse, la chaleur, en fait, qui fait qu'il y a des essences qui se portent mal. Et par exemple, il y a énormément d'abattage de buis. Il y a énormément d'abattage de certaines essences. Sans compter qu'il y a eu des tempêtes dans certaines forêts d'épicéas où les luthiers s'approvisionnaient. Donc, vraiment, il faut voir que la ressource bois pour la lutherie, elle est vraiment dans une phase décroissante. Et c'est peu probable que ça aille de mieux en mieux, en tout cas. Voilà, donc c'est toutes des problématiques actuelles hein, quand même qu'il faut faire avec, quoi. Donc les manufactures se rendent bien compte parce que c'est souvent les plus gros utilisateurs de certaines essences. D'Albergia melanoxylon, c'est ce qu'on appelle l'ébène du Mozambique ou la grenadille. C'est un bois très dense qui était utilisé pour faire les clarinettes, les hautbois. Il y a eu, en fait, à un moment donné, la CITES avait vraiment légiféré pour qu'on puisse plus exporter, importer aussi facilement qu'avant. Donc vraiment, ça peut couper une production du jour au lendemain, quoi. Donc la CITES, c'est un organisme qui
protège aussi autant la faune que la flore, hein. Il va y avoir des espèces animales et végétales dedans. Et la CITES protège les essences, mais par exemple, les épicéas, une sorte de sapin en France, ne sont pas protégés par la CITES, et pourtant, les arbres assez gros pour faire des instruments de musique, il n'y en a aussi pas beaucoup. Il y en a de moins en moins, en fait. Donc, par exemple, suivant les dires d'un fabricant un vendeur de bois, des érables. C'est un feuillu, le Canada, c'est une feuille d'érable sur le drapeau. C'est un feuillu qu'on a dans nos régions. En fait, les érables assez gros pour faire des contrebasses, il n'y en a plus dans les forêts, en fait. Il y en a encore dans les parcs, mais il n'y en a plus dans les forêts. Voilà, donc il y a une grosse problématique autour de tout cela, quoi. Et puis un environnement très compétitif, puisqu'il peut y avoir des instruments avec des fonctions tout à fait acceptables, une ergonomie et puis une esthétique et des finitions qui sont tout à fait acceptables, mais qui sortent très très bon marché. Donc du coup, ça fait une concurrence aussi. Et puis aussi une concurrence sur les instruments haut de gamme de plus en plus. Et voilà, donc quelques éléments autour du métier de luthier, donc c'est quand même un certain nombre de problématiques. J'avais réalisé un sondage en fait auprès de 60 musiciens. J'ai eu 60 réponses. Qui étaient, selon vous, quels sont vos critères de sélection au moment de choisir un instrument? Et à partir de mes réponses, j'ai fait des plans. Et beaucoup ont fait que répondu que c'était l'ergonomie, le toucher, la facilité d'émission, ce qui va être en lien avec l'édition de la note, le prix de l'instrument, et puis sa sonorité. Donc, selon eux, hein, je ne sais pas si c'est chacun de ces éléments n'a pas été vérifié, mais en tout cas, c'était selon les musiciens, ils avaient ce genre de critères de sélection, avec un impact écologique qui était à 5%, qui dépendait un petit peu des âges aussi. On avait différents éléments, le fabricant de l'instrument, la marque, et puis même l'esthétique, la couleur. Donc, on voit que le luthier va devoir vendre aussi des instruments à des musiciens. À la fin, c'est quand même le musicien qui achète l'instrument, fabrique rarement uniquement pour un musée, ça peut arriver. Voilà. Et donc, une bonne partie finalement du choix du musicien, selon lui, ça va être la sonorité, l'ergonomie, la facilité. Et donc, le luthier doit les fabricants d'instruments doivent faire face à des problématiques de matériaux et de compétition. Et puis, il faut quand même qu'il touche un musicien pour vendre les instruments. Et a priori, sur la sonorité. Mais aussi, il y a un certain nombre de biais auxquels le métier est soumis. En fait, c'est comme tout le monde. En fait, tous les corps de métier, tous les individus ont un certain nombre de biais. Tu vois, il va y avoir des effets de Dunning-Kruger, les effets de Rall, les biais de confirmation, les biais rétrospectifs, qui sont tout autant quand on va vouloir aller comprendre, par exemple, pourquoi une sonorité est appréciée sur un instrument ou pourquoi elle a plu, en fait, il faudra faire attention à beaucoup d'écueils qui vont être, par exemple, le biais de confirmation. J'ai testé ce nouveau bois, cette nouvelle essence de bois, et là, le musicien a apprécié l'instrument, donc du coup, c'était grâce à cette essence de bois. Voilà, et puis on va aller de plus en plus pour essayer de toujours aller chercher des informations qui nous correspondent. Ou le biais rétrospectif, c'est ah oui, l'instrument a plu parce qu'en fait, je me souviens, à cette étape-là, j'ai fait un barrage de cette forme-là. Donc, c'est tout des méthodes, en fait, des mécanismes qui vont se mettre en place, qui ne vont pas forcément être liés à une réalité. Et donc, voilà, donc, je parlais un petit peu des différents biais aussi qui étaient là. Et comment, en fait, finalement, le prototypage virtuel d'instruments peut être en soutien à cette fabrication, en évitant aussi un certain nombre d'écueils et de biais cognitifs. Donc, quelques mots sur le prototypage virtuel, hein, dans un environnement, c'est pour assurer la réussite de systèmes critiques qui sont parfois impossibles à tester. Par exemple, si vous caractérisez une éolienne toute seule, je pense que c'est possible. Par contre, quel va être son comportement avant même, à l'intérieur d'un parc éolien, quand il y a en fait finalement tous les effets de couplage des fluides autour de chaque éolienne, vous ne pouvez pas l'expérimenter avant d'avoir fabriqué ce parc. Donc du coup, le prototypage virtuel, ça c'est juste un exemple, mais ça permet parfois on ne peut pas tester en fait finalement dans la réalité ou expérimentalement ce qu'on est en train de fabriquer. Et donc, ça permet aussi d'aller vers des designs ou des dessins des fabrications d'instruments qui vont associer performance, donc pour atteindre un critère qui peut être un critère une observable statique, la résistance à la rupture, le comportement vibratoire ou autre, et puis la robustesse vis-à-vis de cette performance. Parce que
si on a un instrument qui va, par exemple, qui va résister à la tension des cordes, ou si c'est un instrument à vent en bois, qui va pas, lorsqu'on va souffler dedans, il va y avoir beaucoup d'humidité relative. Pour éviter que ça fende, en fait, il faut qu'il soit dimensionné pour éviter de fendre. Mais le bois est extrêmement variable. Donc, est-ce que finalement, quand on dessine un instrument, est-ce qu'on va être suffisamment est-ce qu'on est sûr que si le bois il change beaucoup, ou si notre matériau il change beaucoup, on arrivera toujours à atteindre ce qu'on voulait atteindre au départ. Donc ça va être la notion de robustesse qui est autour de ça, quoi. Donc dans le prototypage virtuel, les intérêt, c'est quand même d'être moins tributaire des essais expérimentaux, parce que, par exemple, pour caractériser un instrument, une guitare, on fait une modification sur un lot de guitare et une modification sur un autre lot de guitare. Bien, ça va être très dur expérimentalement de pouvoir dire les musiciens ils vont tester 10 guitares, par exemple. Il y a 5 guitares qui sont le modèle initial, et puis 5 autres guitares qui vont être avec une modification, par exemple de l'essence de bois. On va utiliser un autre bois derrière. Eh bien, déjà, il faut en fabriquer 10 pour pouvoir faire cette étude, et encore, c'est le grand minimum. Et puis, il va falloir voir qu'est-ce que les musiciens vont dire autour de cet instrument. Donc là, ça va faire appel à aussi de la subjectivité haute. Donc, ça va être très difficile, en fait, expérimentalement, de pouvoir répondre à certaines questions. Et donc, c'est là où le prototypage virtuel et les simulations ne vont pas répondre à tout, mais vont parfois permettre de compenser cela, quoi. Et donc, ça permet aussi de réduire vraiment la durée et le coût de développement, et puis de tester des hypothèses vérifiables pour le coup. Voilà, donc est-ce que la probabilité, c'est est-ce que disons, le prototypage virtuel qui va associer un certain nombre de méthodes, est-ce que ça pourrait être en fait un support à la décision, même quand on a du bois, quand on a des matériaux qui sont très variables, quand on a des tolérances de fabrication, des incertitudes de fabrication. Donc, je vais avancer un petit peu plus vite, c'est déjà mis. Mais, donc, le prototypage virtuel qui va se baser sur des modèles physiques, donc ça permet d'étudier les systèmes complexes. On va souvent, là, je vais parler que de modèles éléments finis dans ce que j'utilise. Et on va pouvoir analyser et classer des paramètres influents, prendre en compte des incertitudes, donc c'est là la partie stochastique de ma présentation, et puis en faire un support à la décision par la suite, quoi. Donc, on va surtout se poser des questions sur quelle va être la capacité de prédiction entre modèle et expérience. Le modèle, ça va être, George Box disait, voilà, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. C'est déjà, est-ce que uniquement un modèle peut prédire un comportement expérimental complexe ou complet? Et donc, est-ce que ça peut être utilisé pour prédire ensuite des comportements qui vont être difficiles à tester? Et puis, jusqu'à quel point on peut tolérer que le modèle soit légèrement décalé de la réalité pour qu'il soit quand même utile? Et puis, à quel point, quand un modèle est bien, il est assez bien. Ça va être toutes ces problématiques-là qu'on va utiliser. Donc, je vais vous donner je vais un peu présenter deux, trois éléments, puis après, je vais vous montrer quelques exemples d'application de ces méthodes, en fait. Et comment ces méthodes sont appliquées, par exemple, pour vérifier, par exemple, l'effet du traitement du bois ou autre. Par exemple, quand on veut traiter du bois, on va voir la modification sur une plaquette de bois. Par exemple, on met du lin, de l'huile de lin ou de la résine, ou peu importe. On voit sur cette plaquette, on avait des propriétés initiales, on a des propriétés finales. OK, mais comment on pourrait utiliser le modèle pour voir quel va être l'impact de cette modification sur l'instrument complet avec le modèle? Voilà un petit peu les différents éléments. Et puis, je vais vous montrer un exemple aussi où on avait un instrument, un violoncelle de Pietro Guarneri à la Cité de la Musique, qui avait des fissures et puis des trous de verre. Et est-ce qu'on peut remettre des cordes sur un instrument à cordes sans qu'il casse, quoi. Surtout quand il a 3 siècles et qu'on ne peut pas prélever un morceau de bois dedans pour faire un essai de traction dessus, quoi, pour estimer une rupture. Donc, quelques types d'analyse du prototypage virtuel. On va avoir par exemple un modèle qui va se baser sur une CAO ou voilà, un élément fini. À partir de là, on va avoir des entrées dans ce modèle, les forces appliquées au chevalet, voilà, les contraintes dues aux cordes, en fait, la force appliquée par les cordes, l'humidité dans l'air, la température. Le modèle physique va contenir la géométrie, les lois physiques, des paramètres comme les matériaux, les contraintes. Et puis on va aller voir les métriques, les sorties des métriques, c'est qu'est-ce qu'on va observer sur ce modèle. Ça peut être
le comportement vibratoire. Par exemple, là, ça va être un mode des vibrations du violon autour de 400 Hz, qui est un mode un peu canonique du violon, qui est un mode assez connu. Ou alors des mobilités au chevalet, des contraintes, des champs de contraintes ou même le son. Donc, une fois qu'on a ce modèle, on peut se dire, par exemple, maintenant, si je veux une certaine façon de vibrer, par exemple, certains comportements ici, comment je peux optimiser avec mon modèle pour obtenir le comportement que je veux. Si ce que j'observe est trop loin de ce que par exemple, de l'expérience, eh ben, je peux calibrer mon modèle pour me dire, voilà, je vais ajuster certains potentiomètres du modèle pour qu'il se comporte plus comme la réalité. Et puis après, si j'ai très confiance en mon modèle, si je me dis mon modèle est très précis, à partir du comportement vibratoire ou du son, je peux essayer de remonter aux paramètres d'entrée comme la force appliquée sur l'instrument ou autre. Alors là, par exemple, on pourrait se dire, dans ce cas-là, à partir du son d'un instrument réel, on passe par le modèle et on retrouve l'humidité qu'il y avait dans la pièce au moment où ça a été joué. Bon, déjà, ça ferait un micromètre extrêmement onéreux et très peu pratique. Mais surtout, on se dit là, non, il y a une limite, en fait, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, il va y avoir tellement de paramètres qui vont entrer en jeu dans la réalité que, déjà, est-ce qu'on peut entendre l'humidité relative quand on tape sur un morceau de bois? Déjà, quand on voit le morceau de bois, on peut le voir, l'humidité relative, parce que parfois, on voit du bois qui va se gondoler ou se pencher d'un côté ou de l'autre. Ça, sur le bois, on peut le voir. Sur un instrument, on peut caractériser, peut-être voir un petit peu quand il fait très humide ou très sec, vu que les propriétés du bois évoluent, eh bien, on peut peut-être voir dans la réalité qu'il y a des modifications de certaines fréquences de résonance. Mais après, aller jusqu'au son et de savoir quel est le lien entre, par exemple, l'unité d'enlève et le son, ça va être tout un chemin qui va être extrêmement complexe, semé d'embûches. Pourquoi? Parce que il va y avoir des incertitudes, énormément d'incertitudes. Et la question est, est-ce que finalement, la force appliquée sur mon chevalet ou la façon de jouer de mon musicien, elle n'a pas beaucoup plus d'impact sur le son que l'humidité dans l'air? Sauf que ça, on ne peut pas classer les choses. En fait, expérimentalement, c'est très compliqué et c'est très long. Et puis, parfois, on ne pourra simplement pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir tellement d'incertitudes ou de sensibilité des résultats tellement différents par rapport aux entrées, on ne pourra simplement jamais le démontrer. Donc là, c'est là où les modèles peuvent être intéressants, puisqu'on va pouvoir valider en fait, à partir d'échantillons de tests. Ça peut être un petit morceau de bois en poutre en flexion 3 points, la caractérisation anatomique du bois, des quartiers de bois qu'on les achète aux vendeurs de bois pour les chantiers. Et puis ensuite, on va aller vers des détails, l'association de base et une structure complète. Quand on va du haut vers le bas, quand on a créé son modèle, on peut identifier quels sont les paramètres dominants et donc identifier quels étaient en fait tous nos paramètres d'entrée qui avaient le plus d'importance sur le comportement final de notre structure. Quand on va du bas vers le haut, le but c'est de maîtriser tous les éléments bas niveau pour modéliser ensuite correctement la structure complète. Donc les objectifs qu'on a, c'est pour développer des outils numériques pour les instruments de musique à cordes, c'est ce que les modèles numériques sont pertinents en acoustique musicale. Quelle est la fidélité qui est requise pour prédire des tendances? Quel est l'impact des incertitudes sur ce comportement dynamique? Et quel est où est-ce que le choix des métiers en fait par rapport à ces incertitudes? Parce que il faut, enfin voilà, c'est ce on va le voir après, mais par exemple, s'il y a des choses qui sont faites par des luthiers, dans les étapes de fabrication ou des choix qui sont faits, quand on fabrique un instrument, on va le faire d'une certaine façon. Pourquoi ce choix est fait? On estime que les choix de luthier, dans certains cas, sont plus importants finalement que les incertitudes ou que la variabilité du matériau. Et donc que le luthier peut tellement jouer sur la géométrie de la matière qui va amener le comportement de la structure vers ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse qu'on a. Donc, le but, c'est de proposer une méthodologie qui va permettre d'évaluer l'impact de changement de conception en milieu incertain. Là, je vais parler uniquement de l'instrument, de la géométrie et du matériau, en fait. Je ne vais pas parler de l'accord, puisque finalement, l'accord n'est pas tellement dans le métier du luthier, puisque il y a des fabricants de cordes et les luthiers sont utilisateurs pour acheter des cordes. Je ne dis pas qu'il n'y en fabrique pas un ou autre, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est dans la fabrication des instruments.
pas non plus de l'actionneur ou de la main du musicien, même si, si on se dit qu'un archet de violon, c'est un actionneur, on peut aussi étudier un archet de violon comme ça. Je ne parle pas non plus de l'environnement ou de l'auditeur, ni de la façon suivant laquelle le son est perçu ou apprécié. C'est ça. Donc, pour cela, on a besoin d'un. Enfin, on utilise un protocole qui s'appelle la VMI, c'est l'électrification et validation de simulation, qui avait été proposé par la SME, donc c'est des standards en mécanique, et qui va établir la capacité prédictive d'un système. Donc, est-ce qu'un modèle il est bien fait et est-ce qu'il correspond à la réalité? Donc, des choses que vous connaissez bien, je pense, par exemple, la preuve mathématique, c'est-à-dire qu'il ne semble pas y avoir d'erreur dans le modèle lui-même au sens de sa création et de sa programmation. C'est que déjà, il y a une convergence de maillage. C'est que, par exemple, il peut y avoir une convergence au niveau des itérations de calcul. Et puis, les équations, est-ce qu'elles sont correctement résolues ou non? Et par exemple, ça peut être l'idée de comparer les simulations éléments finis avec une solution analytique physique lorsqu'on la connaît, par exemple, sur une poutre libre. La validation du modèle, là, ça va être plutôt la preuve expérimentale, c'est-à-dire que déjà, on va se poser la question, est-ce que ce qu'on a mis dans ce modèle, finalement, c'était fiable? Et qu'est-ce que la physique qu'on avait mis était la bonne? Et donc, est-ce que le modèle théorique était bon? Et puis, on va comparer l'expérimental et le numérique, en fait, là-dedans. Donc, voilà, j'avais un modèle qui devait représenter une plaque de bois qui vibrait. Et puis, je devais avoir certaines fréquences de vibration, enfin, de résonance. Et expérimentalement, j'ai eu des fréquences un peu différentes, où j'ai eu quelque chose de complètement différent. Voilà. Donc, ça va être toute la phase de validation, c'est peut-être que j'ai mal considéré mon matériau, par exemple. Peut-être que mon matériau il était plus complexe que ce que j'avais mis dedans. Donc, quand on va faire un peu tout ce travail, on va vraiment aller à la quantification de certitude. Ce sera vraiment la preuve statistique de la validité d'un modèle. C'est que quand on va prendre en compte les incertitudes, c'est-à-dire les variations de tolérance ou les variations ça peut être sur l'instrument avant, hein, les tolérances au niveau de la perce, au niveau des dimensions de la perce, au niveau de la hauteur des cheminées autour de l'instrument ou du sous-coupage, etc. Il va y avoir un certain nombre de tolérances. Et donc, expérimentalement, quand on fabrique un instrument, on a des tolérances de fabrication qui font qu'on a des résultats qui sont fluctuants. Est-ce que ce modèle peut les anticiper ou pas? Donc, est-ce que la prédiction du modèle est satisfaisante dans ce contexte-là? Donc, c'est ce qu'on va faire avec la VMJ et les approches qu'on a. Et donc, l'importance de prendre en compte les incertitudes, c'est que si d'un côté, vous avez l'expérience et le modèle, comparer des individus, en fait, peut parfois amener sur le précipice, puisqu'on peut être très satisfait en fait, de la corrélation, de la proximité entre un modèle numérique analytique, une simulation, une solution analytique et puis la réalité, alors qu'en fait, finalement, quand on allait comparer la population, on voyait que c'était quasiment orthogonal. Finalement, on a juste une proximité entre le modèle et l'expérience parce que c'était possible de l'avoir. C'était possible de l'avoir. Alors que quand on va comparer la population, on va peut-être avoir des proximités expérimentales et numériques du modèle qui sont plus loin que la première fois. Donc, on pourrait se dire, mais en fait, si on regarde uniquement ce qui est là ici, le modèle n'est pas très bon, il est éloigné de la réalité alors que celui-ci fonctionne mieux. Et quand on fait avec un grand nombre, en fait, avec beaucoup de simulations, on peut s'apercevoir qu'au final, c'est celui-ci qui colle mieux. Donc, c'est tout l'intérêt de la comparaison de population. Donc, quelques éléments sur les modèles physiques qui ont été utilisés, puisqu'on a besoin de faire des dizaines, des centaines, des milliers de simulations. Eh bien, on a quand même bénéficié de l'évolution des méthodes de calcul et de la puissance informatique. Donc, dès 1976, en élément fini, il y avait Schwab qui étudiait par exemple une table de guitare, ensuite la thèse de notes sur un cours de violon, on peut voir ici quelques éléments. Et puis, les modèles vont en s'affinant, avec quelquefois, en 2013, un modèle de plus en plus détaillé, par exemple pour un violon. Et puis, il va y avoir toutes sortes, Guillermo Paiva aussi, sur un autre instrument, qui vont faire des simulations de plus en plus détaillées d'instruments, en fait, qui permettraient de prédire de plus en plus de choses. Donc, les avantages vont avoir vraiment la géométrie et le comportement mécanique complexe de l'instrument. Et puis, c'est un gros investissement industriel aussi, toutes ces méthodes. Donc,
on peut vraiment bénéficier de toutes les méthodes qui sont développées actuellement dans l'industrie, ou disons tous les codes de calcul ou autres qui sont continuellement développés pour répondre à des questions de plus en plus complexes, avec des couplages et des multiphysiques complexes. Donc, ce qui peut être utilisé aussi finalement dans l'artisanat d'art au final, ou dans la facture instrumentale. Voilà, donc juste une des limites de ces modèles, c'est que c'est des solutions approchées, hein, donc on va pas des solutions continues. Il peut y avoir des temps de calcul importants, puis surtout, quelle est la fiabilité des paramètres qu'on va mettre dedans. Donc là, je vais vous montrer quelques approches stochastiques. Donc pour cela, c'est implémenter la variabilité dans des modèles d'instruments de musique, avec un comportement d'un matériau qui est assez complexe, hein, le bois, puisque c'est orthotrope, c'est anisotrope, et le cas particulier d'anisotropique est l'orthotropie. Donc on va avoir un matériau qui va être décrit avec un certain nombre de paramètres, viscoélastique, donc dont les propriétés dépendent du temps, et puis hygroscopique, donc dont les propriétés dépendent de l'humidité dans l'air, par exemple. Et donc pour aller vers le prototypage virtuel, on avait déjà besoin d'estimer ces différents paramètres. Donc on avait favorisé des essais non destructifs avec une méthode d'identification qui a été publiée dans Journal of Cultural Heritage en 2020. Je vous montrerai les résultats ensuite. Voilà, donc le matériau orthotrope, le bois, donc il y a une densité, 3 modules Young, 3 modules de Coulomb, 6 coefficients de Poisson, dont en fait 3 qui sont parce que les autres sont couplés, et puis avec une variabilité qui est entre, disons, les familles, entre les feuillus et les résineux, les bois feuillus, les arbres feuillus ou les arbres résineux, il y a déjà une variabilité. Entre les espèces, au sein d'une même espèce, donc on va avoir d'Albergia, par exemple, qui va être les palissandes. Il va y avoir plein d'Albergia différents. À l'intérieur de ces sous-espèces, on va avoir différents individus. Donc, entre un arbre qui aurait poussé sur un type de sol ou avec un certain ensoleillement, puis un autre, il va y avoir des différences. Et puis, parfois même à l'intérieur de l'arbre, du tronc, si vous tournez simplement avec un angle de 90 et que vous prélevez un morceau de bois, vous n'aurez pas les mêmes propriétés. Donc, il faut se dire qu'en fait, ça va être des incertitudes qui vont être irréductibles sur certains matériaux et que on a des coefficients de variation de l'ordre de 15%, ce qui veut dire qu'en gros, quand on va prélever un échantillon de bois par rapport à la valeur moyenne de ce morceau, on sait qu'on a 68% de tous nos échantillons qui seront à plus ou moins 15% de variation. Donc voilà, ça, on ne peut pas le réduire. C'est le fait de travailler avec ce matériau-là. Donc, on avait fait des mesures avec c'était l'Institut Fantastique, donc avec des plaques ou des quartiers ou autres, et puis on faisait une corrélation calcul-effet avant et après calibration, en fait, en recalant un modèle élément fini pour remonter aux propriétés du bois, ce qui nous a permis d'avoir des propriétés en fonction de gamme de bois. Donc là, on va avoir des rigidités spécifiques, module Young sur la densité, dans le sens des fibres de bois, dans le sens radial et puis en torsion. Et puis donc on va pouvoir estimer en fait en fonction de ce qui s'appelle les qualités, c'est les vendeurs de bois qui vendent le bois avec différentes qualités, sachant que le prix varie entre 1 et 4, 5 en fonction des qualités. Et première qualité, c'est la meilleure entre guillemets pour le vendeur de l'outil. Et donc on va voir en fait les variations autour de ces valeurs, par exemple, de modules spécifiques. Sur de l'épicéa, on a un module spécifique de l'ordre de 30 GPa par kilogramme par mètre cube, ce qui est quand même au fait finalement aussi bien, voire mieux que l'aluminium. Donc c'est la rigidité par rapport à la densité. Le champion pour ça, c'est le carbone, c'est les composites à base de carbone, les composites sont à base de carbone. Mais voilà. Donc souvent, les luthiers aiment bien choisir des bois en fonction de ces critères-là. Et puis avec des différents amortissements, des facteurs de perte plutôt, qui vont avoir un facteur 2 à 3 en fonction des directions du bois. Donc là, on voit aussi, avec ces différents diagrammes, qu'il y a une énorme variabilité au niveau des propriétés qu'on peut avoir. Donc, on va utiliser des distributions de ces propriétés. Donc, la densité, on va l'exprimer sous la forme de distribution. Le module longitudinal ou longitudinal en haut à droite, ça va être par exemple, on va, avec un grand nombre d'échantillons, approximer ça sous forme de distribution gaussienne. Et puis, c'est toutes ces différentes distributions, ces différents types de distributions
qu'on va implémenter dans un modèle. Et donc, du coup, quelle va être la réponse d'un modèle quand en entrée, on lui donne pas une densité à un module, mais qu'en entrée, on lui donne une distribution, en fait. Et c'est ça toute l'approche stochastique qu'on va avoir. Juste quelques, voilà, là, en résumé, hein, on peut avoir des matériaux en fait, qui peuvent aller du simple au double dans une même direction au niveau des propriétés, quoi. Ça peut faire des systèmes qui fondamentalement vont se comporter vraiment de façon très différente. Et qui était conforme à ce qui avait déjà été observé par Gilles Brémaud en 2011 avec des valeurs moyennes similaires. Ça, c'est pour le même matériau qui peut avoir des là selon. Ouais. Donc, ça, c'est des épicéas, de ce qui est dit de résonance. Donc, c'est déjà du bois qui est choisi pour faire de la lutherie déjà. C'est pas l'essence en général, puisqu'il y a déjà beaucoup de rebut, hein, beaucoup de bois qui sont jetés parce qu'il y a des nœuds, parce que la fibre est vraiment trop tordue ou autre. Donc là, c'est déjà un matériau, une essence qui est choisi par la même personne tout au long de sa carrière, en fait, qui choisit du bois pour les luthiers. On voit déjà toute la variation. Facteur 1 à 1 à 2 sur les signalements et parfois 1 à 3 sur le module radial. Dans certains cas, vraiment exceptionnels. Et donc, sachant ça, la variabilité, au moment de la fabrication, c'est rare que les luthiers se disent bon, ben, j'ai ce module longitudinal, radial, de cisaillement-là. Et donc, le résultat, pourtant, il est sensible en partie à ça. Donc, c'est pour ça que dans un contexte artisanal ou de fabrication, c'est très dur d'associer un résultat avec ce qu'on a changé sur un instrument à cause de cette variabilité. Donc, juste dans le processus de validation de la table de guitare, donc c'est juste un simple modèle qui est pas encastré avec une table de guitare classique, avec certains réglisseurs dans la uniquement dans la direction du fil. Et deux barres transversales qui vont pas dans la direction du fil. Et puis, voilà, un voyage. Hein. Donc, qu'est-ce que ce modèle peut prédire en partie le comportement de table réelle, même en présence d'incertitudes. Donc, juste un titre indicatif, donc, il y a on va regarder les 8 premiers modes. Mode de vibration, donc mode de torsion, particulièrement sensible au module de cisaillement du bois dans ce temps-là. Module de flexion longitudinale, donc là, vous voyez que la table est comme ça, donc sensible à la rigidité longitudinale du bois, et autres. Donc là, on est vraiment dans une structure libre-libre, donc c'est quand même le moins pénible, disons, pour faire de la corrélation calculée C par rapport à un encastrement ou autre. Et donc, on peut déjà faire une analyse de sensibilité en se disant donc, quels vont déjà être les paramètres du bois qui vont être les plus impactants sur le comportement vibratoire de ma structure. On fait une analyse de sensibilité, c'est une analyse de la méthode de Morris, qui consiste on fait une simulation de notre système au début, et après on va modifier toutes ces propriétés, donc la densité de la table, la densité des barres, que je vous ai montré, le module longitudinal, la rigidité sur la densité des barres de la table, et la l'humidité relative. Et puis, on va aller chercher, en fait, dans différents espaces de conception. Donc là, on va être dans un espace à 7 dimensions de conception. On va aller modifier ces paramètres-là. On va aller se balader. On va regarder à chaque fois, les fréquences du mode 1, par exemple, ont beaucoup évolué en fonction de ce paramètre-là. Ce qui nous permet de voir, finalement, notre structure, à quel paramètre elle est associée. Et puis, quand on va simuler, par exemple, une admittance, une accélérance, là, ici, sur notre plaque de guitare, d'habitude, on est habitué plutôt à voir, disons, on a vu qu'une seule courbe, par exemple, une seule courbe rouge, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas très bien. Et quand on va faire beaucoup de simulations, en fait, on n'a pas une courbe, on peut plus ou moins dire, on a en fait un ensemble de courbes plausibles qui vont passer, en fait, en fonction de la fréquence des admittances qu'on peut observer. Et donc ça va nous donner des informations en fait sur les fraisiers FRF ou FRF flou, je ne sais pas si c'est une traduction, faites à ça. Et ça va être un indicateur de la variabilité possible, c'est-à-dire que sur un même design où la géométrie est toujours la même, vraiment, on n'a même pas pris en compte les tolérances de fabrication, la géométrie est toujours la même, on se dit, voilà, quand on va mesurer en réalité une table de guitare qui est faite avec cette géométrie, on aura déjà l'ensemble de ces possibilités-là de réponse, en fait. De façon plausible, là on voit que c'est rouge, mais ce ne sera pas ainsi. D'abord, il y a des anti-résonances à cet endroit-là et des résonances à cet endroit-là.
Et donc, voilà, on a mesuré 5 de guitares, SB01 et SB05, avec les 5 guitares qui étaient testées. Et on peut voir, bon, là, il y avait quand même l'amortissement de mon modèle était peut-être un peu important, puisque dans la réalité, en fait, il y avait des pics qui étaient quand même une amplitude supérieure. Mais dans l'ensemble, en fait, on va suivre. Ça, c'est les valeurs minimax de mes simulations. Toutes mes simulations, j'ai pris toutes les valeurs minimales. En fait, on a une sorte d'enveloppe qui peut suivre partiellement la réalité au final. Donc, quand on va comparer, donc là, on a 8 modes de vibration. Le premier mode de torsion, comme je vous l'ai dit, flexion. On a l'erreur, en fait, la variation relative des fréquences de résonance. Donc, on peut dire, voilà, si mon premier mode de torsion, la médiane par rapport à ma valeur initiale de mes paramètres du bois, elle doit être à moins 2%, et puis sachant que je peux être à plus ou moins 15% sur ma première fréquence de mon système. Donc ça va être les simulations, et puis chacune de nos expériences, on va venir y mettre, en fait, chacune de nos expériences, alors qu'on connaissait juste l'essence de bois et la géométrie de la structure, elle rentre dans notre modèle, en fait. Et c'est comme ça qu'on a validé le modèle, en fait, puisqu'il est capable de prédire, en fait, une structure sur la base unique de sa géométrie. Alors ça, bon, c'était une structure libre-libre. Il y a un article dans Applied Acoustics qui est sorti sur cette étude-là. Et puis, il y en a qui est accepté avec une révision, a priori, mais qui va être maintenant, bon, d'accord, sur une structure, on voit ça. Et maintenant, si on compare des barrages entre eux, si on se dit, on a toujours le même matériau qui varie, mais maintenant, on ne met plus les barres dans cette direction, mais on en met dans cette direction, par exemple. Et ben, on va comparer différents designs. Ça, c'est des choix de luthier. Donc voilà, c'est vite bien. Ils ont le premier mode, par exemple, monopôle à gauche, 171 Hz. Si on change les barres, il sera 295 Hz. Donc vraiment, en changeant en fait quelque chose qui est propre au luthier, un choix, on peut déjà avoir une variation de 125, 124 Hz sur le premier mode. Ok, mais si le matériau il est variable et qu'il fait varier encore plus que 124 Hz, au final, notre choix de luthier, on ne peut pas le mesurer. Bon, on va voir que, c'est ça. Si je fais avec un seul modèle nominal, je vais avoir la guitare S, c'est la meilleure guitare, c'est avec les barres qui sont faites pour l'hyper fibre. C, c'est la guitare avec les barres qui sont dans le sens du fil, c'est un barrage en croix. On peut voir quand même que déjà, on a 3 comportements, au moins sur le premier mode, qui sont quand même assez espacés. Mais il suffirait que, dans la réalité, à cause du bois, ce pic-là, il varie tellement, et celui-ci varie tellement que finalement, ils se confondent. On ne peut même pas attribuer un comportement vibratoire à un dessin de barrage. Je vais passer assez rapidement ça. On peut aussi, on mesure le facteur de recouvrement modal aussi. On peut comparer certains. C'est des indicateurs, des observables qui sont assez. Oui. Ok. Et donc, ce qu'on va voir comme résultat, c'est qu'on va avoir, par exemple, sur le mode 1, notre guitare qui avait des barres en croix, et notre guitare qui avait des barres perpendiculaires. On a un premier mode qui est d'un 170 plus ou moins au premier écartique d'hier, et puis là, 290 plus ou moins 16. Et si on utilise une statistique comme la p-value, par exemple, donc qui correspond à comparer les deux populations, en quelque sorte, et puis se dire est-ce qu'on aurait pu obtenir les mêmes résultats ou est-ce qu'on est différent à cause du hasard. En gros, les comportements de cette table de guitare ne sont plus superposables avec les comportements de cette table de guitare. Donc en utilisant ça, en fait, on se retrouve avec des résultats qui montrent que quand on fait un multiple, peu importe le mot qu'il a choisi, on va choisir ce barrage-là, celui-là, il va amener le comportement vibratoire dans un nouveau comportement vibratoire qui ne sera pas superposable. Ce qui est en fait une démonstration de du choix du luthier. Alors, bon, on va dire oui. Mais ça n'a jamais été démontré en fait. Parce qu'il faudrait certainement faire des 25 tables, 20 contre 25 autres tables, et puis les comparer expérimentalement. Mais numériquement, en fait, on peut faire ça pour dire que effectivement, quand on va faire des campagnes de mesure, a priori, on pourra bien différencier les deux. Voilà. Et puis, là, on avec Frédéric Gablizer pour synthétiser le son à partir de ces simulations et voir si on entend toujours une différence ou pas
en fonction des tables. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Donc voilà, on peut avoir vraiment sur les approches classiques, on peut vraiment archiver, voir, entendre ou tester une idée avec ces méthodes. Puis bon, est-ce qu'il y a un apport pour la sonorité? Est-ce le critère principal? Ça, c'est encore en cours, hein, c'est vraiment encore des choses à faire. Hein. Et quelle peut être l'utilisation par les artisans et les manufactures? Donc là, je vous montre rapidement quelques applications sur les matériaux et la conservation. Une application qui est dans un proceedings de l'ISMA 2019, c'est sur les traitements du bois. Le traitement du bois, c'est commun pour les métiers, ils aiment bien modifier, imprimer le bois avec des minéraux, avec des résines ou autres. Il y a beaucoup de traditions SFE autour de ça. C'est-à-dire avec des polymères, des champignons, des traitements thermiques ou autres. Et quels sont les effets sur la dynamique des instruments? Donc on s'est dit, bon, on va prendre différents traitements de bois dans la littérature, ou la codification du bois. Et puis on va se dire, ok, bon, quand on fabrique un violon, on a le modèle de violon sur la droite. La précision du fabricant, c'est plus ou moins un dixième. L'humidité relative, quand l'instrument est réalisé, bah, elle peut être entre 25 et 75% d'humidité. Hein. C'est usuel. Hein. Ça avait bien baissé. D'ailleurs, il y a un mois ou deux, on a eu des pièces dans mon bureau qui sont vraiment pliées. C'est si fait sec, hein, elle ne peut pas. Puis en appliquant des lois sur l'effet d'humidité relative. On a tous des différents paramètres, la longueur des huiles, des donc c'est la longueur qu'on a ici, leur largeur, etc. On va les faire varier. Et puis on va regarder au final, quand on va simuler le comportement du violon, on va s'apercevoir qu'il y a, il y a tout ce qui est en noir, en fait, ça va être un peu irréductible. C'est-à-dire que lorsqu'on voit 2000 Hz, c'est-à-dire que quand on fait un instrument de musique qui serait dans une géométrie parfaite, en théorie, ou avec plus ou moins un dixième au niveau des tolérances de fabrication, eh bien, on va pas avoir une seule réponse, mais on va avoir un ensemble de réponses possibles. Est-ce que le traitement qu'on a fait au bois, il dépasse ça ou pas? Dans la plupart du temps, des cas, en fait, non. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on fabrique un instrument, on pourra, en traitant le bois, on ne pourra pas démontrer, qu'il y a une différence qui est due à cette modification de traitement du bois. Donc, si les métiers veulent faire, très bien, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au final, ne serait-ce que sur le comportement vibratoire, on ne pourra jamais dire qu'il est différent grâce à ce traitement de bois, en fait. Et donc, a fortiori, la sonorité, puisque c'est encore plus complexe. Une deuxième application, c'est on faisait des recettes robustes de composites avec cette méthode-là. Donc, on avait une table de guitare en bois, on a fait notre système de référence et on a un modèle numérique. Le but, c'est de faire une architecture de composites qui vibrerait comme du bois, comme si la table était en bois. Donc, avec toute une méthode, on va comparer le comportement vibratoire de la table, on va le comparer. Et puis, si on est suffisamment proche, on dit qu'on a trouvé les propriétés du composite idéal. Et puis, si on est éloigné, c'est qu'on recommence et qu'on essaie de retrouver ça. Donc, on allant jusqu'à la phase de fabrication de ces pièces-là. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, si on veut copier de l'épicéa avec un matériau composite, ça ne marchera pas dans tous les cas si les tables sont trop fines, mais dans l'ensemble, dans la plupart du temps, c'est qu'on va avoir moins de variabilité sur un composite qui veut copier de l'épicéa que sur l'épicéa au final. Donc on a plus de l'épicéa que l'épicéa, entre guillemets. Donc on a plus l'épicéa moyen que de l'épicéa en fabriquant la matière. En fait. Avec beaucoup d'avantages. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps à détailler, mais là on va pouvoir encadrer une thèse qui va se passer au lab autour de ces problématiques-là. Voilà, donc ça peut être des matériaux qui peuvent être intéressants, notamment par rapport à leur source. Et puis pour finir, une dernière application sur la conservation des instruments. Et qu'il y avait un instrument à la Cité de la musique, c'est le violoncelle de P.D. Compagneri qui avait quelques petits défauts, pas des défauts, mais qui avait, disons, des fissures et des trous de verre ou des morceaux de bois qui manquaient. Donc, quel est le risque d'endommagement pour ensuite garantir la jouabilité de l'instrument? Par exemple, on a la CAO, un modèle, où on calcule le champ de déformation. À partir de champ de déformation, on a le tenseur des contraintes dans le bois, à l'endroit d'un défaut, par exemple, qui était présent dans l'instrument de musique. Donc, là, il faut imaginer que vous avez votre instrument et puis il y a des fissures dessus qui affectent les différents champs de contraintes.
Et donc, est-ce qu'on risque ou pas de dépasser la limite qui fait que notre fissure elle va commencer à s'ouvrir? Et donc là, on a fait, le but, c'est de faire des dizaines de calculs, pareil, en disant, bon, j'ai aucune idée. Ces valeurs-là, en fait, les petites ruptures de l'épicéo durable en traction, en compression. Donc, il y a des valeurs qui existent dans la littérature, mais elles sont très difficiles à trouver. Et surtout, on n'a pas de variabilité. On ne sait pas de où à où elles vont. On n'a aucune idée actuellement. 3 ou 4, mais 3 ou 4 MPa, c'est quand même des métaux hautes, c'est vraiment faible. Et donc, on ne sait pas, en fait, actuellement, on se dit, bon, c'est 3 en moyenne, mais si jamais c'est pas notre bois qui a 3 siècles quand même, qui a été polymérisé à des endroits, qui a évolué, est-ce qu'il est toujours à 3 ou pas? Il peut être à 1, il peut être avoir des limites des fois plus faibles, on ne sait pas. On ne va pas couper un morceau de bois dans un instrument de guarnerie, piètre guarnerie pour le savoir. Donc, du coup, on fait des simulations en prenant les pires cas, les meilleurs cas. Et a priori, c'était plutôt OK sur cet instrument parce que la fissure elle était à un endroit qui n'était pas du tout critique par rapport à ça. Mais si la fissure avait été, par exemple, à un endroit où il y avait plus de contraintes, notamment où le champ de contraintes est plus important, du cheval et autres, on peut dire, non, on a trop d'incertitudes pour pouvoir le jouer. Il a été joué, hein, avant qu'on ait fini. Donc voilà, juste pour finir, donc, quelques développements d'outils numériques pour la facture d'instruments de musique à cordes que je vous ai présenté, mais ça peut s'appliquer à tous les domaines. Donc, le modèle numérique qui permet de prédire le comportement de structures complexes. Donc après, ça dépend ce qu'on entend par PRL, structure complexe. Elle reste valable en prenant en compte les incertitudes. Et puis, les choix de l'outil sont prépondérants par rapport à ces variabilités. Donc, du coup, des propositions d'aide à la décision, d'outils d'aide à la décision pour l'outil, c'est justifié. Mais il y a encore beaucoup d'hypothèses de bonnes à regarder. Je vous remercie de votre attention.